Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre accueil. Je suis musicien. Chef d'orchestre, évidemment, nous, on ne parle pas vraiment du temps, on le vit plutôt, le temps. En tant que musicien, ça m'a fait penser à quelques petites accroches. La première, c'est effectivement cette idée fondamentale que nous, connectés à la musique, nous sommes connectés à l'être humain. La musique n'a jamais été une invention humaine, puisqu'elle est l'être humain. Le premier signe qui montre qu'un être est vivant va tout de suite être connecté à cette histoire de temps. Le premier signe qui montre qu'un être est vivant, c'est ça. Une horloge, une pulsation, un rythme cardiaque. Vous vous rendez compte, la première chose qui montre qu'un être est vivant, c'est de la musique. Ce n'est pas en quelques minutes qu'on peut montrer à quel point l'être humain est musique. Moi, j'y passe ma vie. Mais il n'y a pas une seule note de musique, il n'y a pas un seul rythme que je ne découvre pas dans mon corps. Nous n'avons pas inventé la musique, nous sommes la musique. Et le premier rapport à cette musique est un rapport à un métronome. Ce rythme cardiaque, cette pulsation, va nous faire rentrer dans ce monde qui est le nôtre. Mais cette pulsation, elle est précise, elle est orientée. Et déjà, elle va induire tout notre rapport à un certain temps. On va définir une musique à travers son tempo, c'est-à-dire le temps de cette pulsation régulière qui définit son rythme. Et on va appeler ça sa mesure. On va mesurer le temps. On dit qu'une noire est un temps, égale un temps, etc. Toutes ces choses que vous connaissez. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre que ce temps-là est orienté. En effet, vous avez vu, on a inventé au XVIIe siècle un instrument, un métronome, qui donne des pulsations qui vont nous donner le temps, la vitesse, cette horloge. Est-ce que vous avez tous observé un métronome? Oui. Je suppose. Vous avez vu qu'il y a des graduations dessus? Est-ce que ces graduations commencent à 0, à 1 ou à 2? Non. Elles commencent vers 40. Étrange, non? Pourquoi un métronome ne peut pas se régler à 18 pulsations par minute, puisque le chiffre indiquant les pulsations par minute? Non, elle commence à 40. Et est-ce qu'elle monte jusqu'à 3000, 4000, 5000? Non. Elle s'arrête à 200. Pourquoi? Pourquoi l'être humain va-t-il inventer un instrument qui détermine du temps, compris entre 40 et 200? Parce que, mesdames et messieurs, dans le corps humain, il n'y a pas de rythme spontané en dessous de 40 et en dessous de 200. Et là, ça va établir notre rapport à notre temps, à nous. Ce qui fait notre conception, notre capacité de gérer ce rapport au temps. Un exercice qui peut être très simple. Si je vous demande de frapper dans vos mains, à espace régulier, une pulsation, instinctivement, globalement, quelqu'un fera comme ça, à peu près. On va mesurer cette pulsation, à peu près, là je suis à 80, 70 coups par minute. Tiens, c'est pas loin de mon rythme cardiaque. Ça, tout le monde sait faire. Si je vais vous demander de ralentir, vous allez ralentir. Vous allez descendre à 60, 50. Ça va devenir difficile. Et puis, il y a un moment donné où l'être humain ne peut plus percevoir dans sa sensorialité une pulsation à 30. Si je vous mets au défi de faire 12 coups par minute sensoriellement, personne ne sait faire. Intellectuellement, ça paraît bidon, tout le monde pourrait le faire. Sensoriellement, nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas nous inscrire dans une pulsation qui aurait un tempo tellement lent qu'on n'a pas notre métronome, on n'a pas notre repère. C'est intéressant ça. Nous avons donc une sorte de cartographie, une sorte d'orientation qui délimite cette pulsation. Au XVIIe siècle, on parlait du tempo giusto, à peu près défini autour de 60, un coup par seconde, quoi. Donc déjà, ici, on se rend compte que effectivement, on parle de temps en musique. Mais que ces temps-là, ils ne sont pas dans une échelle infinie. Ils sont dans une échelle humaine.
Et c'est dans cette échelle humaine-là qu'on va nous composer, chanter, jouer. On va tout simplement vivre. On ne peut pas vivre à 2 pulsations par minute sur cette dimension-là. On va structurer corporellement, émotionnellement, artistiquement, culturellement, toute notre démarche là-dessus. C'est déjà intéressant donc de percevoir que ces tempos-là, ces tempi, eh bien, ils vont être orientés autour d'un premier élément, cette dimension de l'être humain. En clair, rentrer en relation avec la musique, chercher nos rapports espace-temps, musique, couleur, matière, enfin tout ce qu'on va définir quand on fait de la musique, eh bien, c'est d'abord entrer en relation avec l'humain, au plus profond de soi-même. Ça, c'est une première chose qui va définir toutes les musiques du monde. Ainsi, ensuite, les rythmes vont se combiner sur cette pulsation. On donne une pulsation, et sur cette pulsation, on va inventer des polyrythmies, des mélodies, etc. On va amener la voix, le chant. On rentre dans une notion de connexion au monde, parce que dès que je parle, dès que je chante, je vais me connecter aux autres. Je suis d'abord vivant avec ce tempo, et ensuite, je raconte mon histoire. Et cette histoire va se dérouler dans le temps sur ces tempi. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que ça va délimiter un certain champ. Ensuite, le musicien, il va travailler sur cette idée-là, de s'approprier et d'aller aux frontières. Parce que on peut rester sur ce tempo de giusto, mais on va découvrir toute la subtilité qu'il y a à devenir fragile, à descendre dans des tempos lents, tellement lents que d'un seul coup, on commence à entendre une autre dimension de l'humain. Ou bien, au contraire, dans une notion de vivacité, de virtuosité, qui va être par le côté du tempo qui va être rapide. Donc, cette notion d'abord au temps, elle est liée à ça. Il y a un métronome, et il n'est pas n'importe où, c'est le humain. Le métronome, c'est nous. Et toutes les musiques du monde vont nous connecter à nous-mêmes. Donc, le musicien va travailler sur cette dynamique. Et le chef d'orchestre, puisque c'est mon travail, va se situer dans un rapport au temps un peu particulier. Vous connaissez l'expression, parce que c'est exactement ce qu'on applique quand on travaille. Avoir un temps d'avance. Avoir un temps d'avance. Eh bien, la posture du chef d'orchestre, la posture du leader, la posture de celui qui va emmener l'orchestre, emmener les musiciens, emmener les gens, enfin, être ce leader, ce chef de file, elle se situe dans cette notion de temps. Être un temps avant les autres. Un leader, ce n'est pas celui qui est au-dessus des autres. Non, le leader, il est au même niveau que les autres. Il vit à l'intérieur des autres. Le chef d'orchestre, il est dans l'orchestre. Il n'est pas au-dessus. Par contre, il est avant. Il est un temps avant. Et c'est très subtil de passer son temps, pardonnez-moi, de passer son temps de travailler et d'affiner son expertise, sa relation à la musique avec cette idée sans arrêt de décaler d'un temps. C'est-à-dire que chaque fois, le visionnaire, c'est celui qui aura ce fameux temps d'avance, celui qui va guider, celui qui va faire avancer les autres. C'est une posture importante parce qu'elle nous situe juste dans une mission et non pas dans une hauteur de hiérarchie. Et j'aime beaucoup cette idée-là, parce qu'effectivement, dès que moi je suis en train de vivre le temps avant le musicien, je le prépare, et du coup le musicien, et bien sûr, lui, il vit le temps réel. Alors en direction d'orchestre, ça veut dire que lorsque les musiciens doivent jouer une note sur ce temps-là, moi, je vais déjà donner l'information ici. Ce qui fait qu'au moment où je donne mon information, je donne l'information, ensuite les musiciens vont jouer, et quand ils sont en train de jouer, je donne l'information du temps suivant. Et chaque fois, on va travailler sur ce regard du temps pour être, bien sûr, dans l'écoute de ce qui se passe dans l'instant donné, avec les musiciens, mais pour être dans la préparation du temps qui va suivre, et aussi, bien sûr, dans l'écoute du temps qui vient de s'écouler, pour voir s'il y a besoin de corriger la couleur, la dynamique, la justesse des sons, etc., etc. Donc,
Notre rapport au temps, il est, en tant que musicien et particulièrement chef d'orchestre, il est là. D'abord, quelque chose qui s'inscrit à l'intérieur de mon être, que je ressens autant que je comprends, et ensuite, quelque chose qui va me permettre d'être en relation avec les autres, parce que je joue sur mon rapport au temps avec les autres. Donc, quand on m'a parlé du temps, c'est la première petite évocation que j'ai eue. Et j'aimerais vous faire juste quelques instants ressentir cette idée-là. Cette idée de pulsation. Parce que le musicien, l'être humain, je pense, mais le musicien a encore plus besoin de ça, a deux canaux, pour orienter son approche de ce qu'il va vivre, comme tout être humain. Il y a d'abord ce que je comprends, et puis ensuite ce que je ressens. Ou alors il y a ce que je ressens et puis ce que je comprends, l'un dans l'autre, dans le sens, c'est pas très grave. Il n'y a pas un plus fort que l'autre, pas un plus faible. La difficulté, ce sera de les faire fonctionner ensemble. Mais là, effectivement, on va travailler cette notion de comprendre, de projeter le temps et puis de le ressentir. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est là qu'on comprendra qu'on peut très bien imaginer et écrire sur un papier une vitesse donnée à 40, à 30 pulsations, par exemple, mais on ne peut pas la ressentir. Donc, on va se dire, c'est en dehors de mon champ, en dehors du champ humain, le champ de vie humaine. Et puis ensuite, quand on va évidemment le travailler, on va approcher une autre idée que je voudrais vous faire partager, parce que comprendre cette notion, quand comprendre la vie, parce que pour moi c'est la vie, c'est l'humain, la musique c'est comprendre l'humain, et ressentir ces deux voies parallèles qui se rassemblent, mais qui n'ont pas les mêmes instruments de mesure. Et par exemple, quand on travaille un opéra, c'est très intéressant parce qu'on approche, je ne peux pas parler de Mozart, je ne parlerai pas de certaines œuvres de Mozart, vous connaissez, ou de Puccini, ou n'importe, mais quand on aborde un opéra, on va découvrir que le compositeur, il a eu le génie de cette connexion à ces deux temps, c'est-à-dire le temps que l'on comprend et le temps que l'on ressent. Je m'explique. C'est pas la même, il n'y a pas le même instrument de mesure. C'est-à-dire que quand on comprend les choses, on sait qu'une heure, c'est 60 minutes. Oui, c'est 60 minutes, une heure. Mais par contre, quand on est du côté du ressenti, je pense que vous avez tous vécu un jour dans votre vie, un moment où une heure, c'était 5 minutes. Ou une heure, c'était 3 heures. Ça dépend des moments. Attention, ici, c'est une vérité. Une heure, ça peut durer 5 minutes. C'est une vérité, ce n'est pas une abstraction de l'esprit. C'est une vérité si on se situe dans le ressenti. Par contre, si on cherche à vouloir comprendre le ressenti, à se dire « mais non, une heure, c'est pas… » Là, évidemment, on va avoir un langage de sourd. Ce sont deux vérités. Il y a des moments vrais où je comprends l'heure, où je suis dans mon esprit réfléchi cartésien, et une heure, elle est bien inscrite là. Le temps se déroule comme ça. Et il y a des espaces extraordinaires où le temps a une autre courbe. Il a une autre unité de valeur. Alors quand on fait un opéra, assez souvent, je suis passionné d'opéra, depuis tout enfant. Et c'est vrai que j'entendais autour de moi dire « oui, mais tu sais, l'opéra, d'abord… communément, il y a toujours une soprano qui va gueuler un peu trop fort. Et puis, tu sais, surtout, ce qui est un peu insupportable, c'est que ta chanteuse, là, elle met 10 minutes pour mourir. Ça ressemble à rien du tout, ton truc. Ou alors 10 minutes pour dire qu'elle est jalouse, je ne sais pas quoi. Et les gens, ils n'ont pas perçu cette idée parce qu'ils sont tous en train d'écouter ou de déchiffrer l'instant en restant dans le comprendre. Alors qu'à cet instant, Mozart ou d'autres compositeurs ont compris qu'il ne fallait plus raconter une histoire, mais faire vivre une émotion, une sensation. Alors effectivement, dans cet opéra, d'un seul coup, il y a une faille avec le temps, en tout cas avec le temps que l'on comprend,
pour entrer dans une autre faille avec le temps que l'on ressent. Et là, d'un seul coup, il y a un aria, une partie musicale qui va durer 7 minutes, 4 minutes, 5 minutes, pour exprimer une idée instantanée sur le plan intellectuel. Par exemple, tiens, elle est jalouse. Bon, elle est jalouse, c'est dans l'histoire. Lui, donc, vous êtes là, vous comprenez l'histoire. Il arrive, il lui dit un truc, et boum, elle est jalouse. Donc, pour l'instant, vous êtes content, tout ça, ça se passe bien. Puis d'un seul coup, il y a un air qui vient exprimer sa jalousie. Et là, effectivement, si on passe ce moment-là en étant branché sur le temps réel, bon, on ne va rien comprendre, on va trouver ça long. Mais si d'un seul coup, vous vous branchez avec la composition musicale, vous vous branchez, et d'un seul coup, ces 5 minutes-là, en réalité, elles auront duré 1 seconde, parce que vous venez de comprendre, de ressentir la jalousie. Et ça change tout. Il a fallu au compositeur 3 minutes de temps intellectuel, entre guillemets, pour faire ressentir à l'auditeur sa jalousie, n'importe quelle émotion, n'importe quel sentiment, son amour, ou bien sa peine, ou bien, enfin, vous imaginez. Ce qui est assez prodigieux, parce que dans la vie, c'est ce qui vous arrive. Vous rencontrez quelqu'un, et puis d'un seul coup, vous ne sauriez pas dire combien de temps il s'est passé. Le temps que vous avez regardé cette personne, vous ne le mesurez pas. Mais vous êtes devenu pris par une émotion, d'amour, ou de je ne sais pas ce que vous voulez, hein. Je préfère l'amour, évidemment. Et puis au final, vous dites, je ne sais pas combien de temps je l'ai regardé, mais l'amour que j'ai vécu à cet instant, il est infini. Il est énorme, il est immense. Et le génie de ces artistes-compositeurs, c'est de savoir, sur un papier à l'envers, écrire et jongler dans ces différents espaces-temps. Alors, la prochaine fois que vous allez rentrer dans une écoute d'opéra ou de choses comme ça, essayez d'ajouter avec vous cette idée qu'il y a des moments, des choses qui sont dans un temps réel, appelez ça le temps réel, et puis d'autres dans le temps sensoriel, dans le temps de l'énergie, de l'émotion. À ce moment-là, une œuvre de Wagner qui dure 5 heures, vous verrez qu'elle ne dure pas 5 heures. Elle dure 2 ans ou 5 minutes. On ne sait plus. On ne sait plus parce qu'on est dans des émotions tellement puissantes, tellement fortes que le temps n'a plus cette même valeur. Voilà les petites idées. C'est mieux à le faire exprimer avec un orchestre, hein. J'aurais préféré avoir l'orchestre là, puis dire, attendez, ressentez ça, que bien sûr l'exprimer avec quelques mots. Mais voilà 2 idées. D'abord, le temps est une horloge interne à l'humain. Cette idée que nous avons une définition, une globalité de notre rapport au temps. Il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas aller, des choses dans lesquelles on peut aller qui sont extérieures à nos baromètres. Et puis cette autre idée qu'il y a le temps ressenti et qu'il y a le temps compris. Et que le plus beau, évidemment, c'est de les faire se marier ensemble. Parce que le voyage qu'on fait à l'intérieur de soi-même, il est à la fois dans la pensée, à travers les valeurs, à travers les idées qu'on va recevoir d'une musique, et bien sûr, à travers les vibrations que cette musique nous fera. Et ensuite, on se dira, ben, écoutez, une fois qu'on a pris le temps d'écouter, je suis sûr qu'on pourra dire, on n'a pas perdu notre temps. Je vous remercie beaucoup.